Bonjour et bienvenue à la série des webinaires de MyHeritage. Merci à tous de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire. Je suis Elisabeth Zetland, membre de l'équipe de recherche de MyHeritage et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette session sur les recherches d'ancêtres et parents à l'étranger avec MyHeritage. Alors, comme pour chaque session, si vous êtes nouveau, c'est la première fois que vous utilisez peut-être ce panneau de contrôle de la plateforme GoToWebinar, sachez que vous pouvez écrire vos questions dans la section dédiée ici. Je verrai vos questions à la fin de la session et je pourrai ainsi y répondre. Sachez aussi que j'annoncerai alors, juste avant les questions d'ailleurs, un heureux gagnant ou une heureuse gagnante qui aura un abonnement complet à MyHeritage pour une année. Donc restez avec nous jusqu'à la fin de cette session. Je me présente en quelques mots. Je suis Elisabeth Zetland, née dans le Gers dans une famille italo-française. Je suis docteur en histoire médiévale et j'ai rejoint l'équipe de MyHeritage en 2012, en fait en l'été 2011, mais d'abord à mi-temps. Depuis 2012, d'abord j'ai été country manager pour la France et les pays francophones. Depuis 2016, je fais partie de l'équipe de recherche généalogie de MyHeritage. Alors, nous allons commencer cette session sur comment MyHeritage vous aide à trouver vos ancêtres et des cousins à l'étranger. Alors, vous le savez, MyHeritage est un site de généalogie international qui compte actuellement 49 millions d'arbres, qui comporte presque 6 milliards de profils dans ces arbres et qui surtout a une base de données conséquente avec maintenant plus de 20 milliards de données historiques donc du monde entier. Et on a actuellement plus de 7000 collections. Nous allons voir dans le détail comment tous ces arbres, tous ces utilisateurs donc qui viennent du monde entier et cette base de données internationale peut vous aider justement à retrouver vos ancêtres et vos parents. Alors, bien sûr, MyHeritage, c'est une technologie avancée et des fonctionnalités uniques. Et je vais vous présenter donc brièvement quelque chose qui aide beaucoup justement quand on recherche des ancêtres et des parents à l'étranger, c'est la traduction internationale des noms et les record matches multilingues. Les record matches, je vous le rappelle, ce sont les correspondances entre une personne de votre arbre et des documents où cette personne justement de l'arbre a été repérée et c'est à vous de vérifier et de voir s'il s'agit de la personne justement de votre arbre. MyHeritage, c'est aussi un moteur de recherche développé qui a d'ailleurs été redessiné assez récemment. Je vous avais fait d'ailleurs une session juste sur le moteur de recherche. Donc, il vous permet de rechercher le plus facilement possible dans toute la base de données. Et évidemment, MyHeritage, depuis le début, est accessible en 42 langues et donc actuellement apporte fournit des collections pour 71 pays. Donc, il y a certainement le pays qui vous intéresse représenté dans les collections de MyHeritage. Alors, je l'ai déjà dit, nous venons récemment de passer le cap des 20 milliards d'archives qui proviennent donc du monde entier sur MyHeritage. Quelques chiffres pour vous donner une idée, il y a les actes d'état civil de 48 pays, des collections exclusives pour l'Allemagne, la Suède, la Norvège, le Danemark, la France, la Grèce, l'Italie, l'Irlande et bien d'autres. Il y a par exemple 26 000 annuaires de villes américaines qui comportent 545 millions de documents, mais aussi 2 milliards de noms extraits, 2 millions de journaux pour le Canada et pour les États-Unis, etc., etc. Alors, c'est rare de ne pas avoir une branche des ancêtres, des parents, des cousins qui sont à l'étranger. Donc, vous avez forcément quelque part dans votre arbre généalogique, surtout s'il est assez grand,
des personnes qui sont à l'étranger. C'est très important de commencer par l'arbre et donc de voir ce qu'il en est et de bien prendre soin de votre arbre. Vous avez peut-être une branche en Italie, ça c'est une vue de mon arbre. Vous avez peut-être des ancêtres italiens qui sont venus en France, comme dans mon cas. Vous avez peut-être par alliance quelques noms dans votre arbre qui sont en Allemagne, comme ici, ou ça c'est du côté de mon mari, votre arbre part voyager en Ukraine, en Pologne ou en Russie. Donc vous avez peut-être plusieurs branches et il y a une façon justement très pratique de vérifier si vous avez un arbre vraiment très étendu, quelles sont ces branches, quelles sont ces personnes, c'est de vérifier l'outil de la carte interactive de MyHeritage qu'on appelle la Family Map. Je vous conseille de l'utiliser, de vérifier après cette présentation, surtout que j'ai fait une section dédiée sur cet outil. Et donc, cliquez, vous voyez ici quand vous êtes sur votre arbre, sur votre site familial, dans la section, dans l'onglet arbre, vous cliquez. À ce niveau-là, vous allez avoir en fait un plus, vous cliquez sur le plus et vous allez voir apparaître les dernières options. Donc, il y a Family Map. Vous cliquez dessus et vous allez avoir en fait une vue interactive sur carte de votre arbre généalogique. Si vous n'avez peut-être pas vu la session que j'avais fait déjà il y a quand même un petit moment, c'est comme vous allez voir, vous voyez d'un côté, vous avez la liste des pays qui sont représentés dans votre arbre généalogique. Alors, vous voyez par exemple, là j'en ai beaucoup pour les États-Unis, parce que j'ai beaucoup travaillé sur la généalogie de mon mari et il y a beaucoup de données dans la base de données sur MyStage pour les États-Unis. Mais vous voyez après le deuxième pays, donc c'est la France pour mon côté maternel, l'Ukraine de nouveau mon mari, l'Italie c'est mon côté paternel, la Russie, etc., etc. Donc ça c'est tous les pays. L'Équateur par exemple, quand je l'avais vu, ça m'avait surprise. Je pensais que c'était une erreur et puis j'ai vérifié que non, j'avais bien saisi quelqu'un un jour. Un cousin de mon mari aux États-Unis qui a épousé une dame de l'Équateur, je ne m'en souvenais pas. Et effectivement, ça apparaît dans la Family Maps. Donc c'est intéressant de jeter un coup d'œil sur cette carte avant de commencer vos recherches. Alors vous voyez ici, quand vous cliquez sur un pays, vous allez avoir donc la liste qui s'ouvre avec les villes de ce pays qui sont représentées. Et de l'autre côté, en fait, vous allez pouvoir, en cliquant par exemple sur une ville, du côté droit, c'est la liste de toutes les personnes qui ont cette ville dans leur profil qui apparaissent. D'ailleurs, vous pouvez même directement travailler dans cette carte interactive. Donc, c'est un outil qui est très utile pour vérifier toutes les personnes de votre arbre qui sont à l'étranger. Donc, je viens de le dire, je vous le montre de nouveau. Il y a une session qui est disponible donc dans la base de connaissances de MyHeritage que je vous invite toujours à aller voir généralement quand je termine une session. Il y a non seulement il y a une session que j'avais faite en Facebook Live sur la Family Map, il y a aussi un article sur cette carte. Donc si vous n'avez jamais travaillé dessus, si vous n'avez pas vu cette session, je vous invite à la vérifier, à la voir, la consulter dans la base de connaissances. Si vous n'y avez jamais été, voici l'URL, c'est education.myheritage.fr. Alors, je l'ai dit et je le répète, il est très important de prendre soin de votre arbre. Évidemment, ça commence par là. Et je vois souvent chez les utilisateurs, chez les personnes en général, qui ne mettent pas forcément toutes les informations qu'ils ont dans l'arbre. Ce qui est dommage parce que parfois, ça peut être l'ajout d'un petit détail dans le profil d'une personne qui va générer de nouvelles correspondances entre cette personne et d'autres arbres généalogiques sur MyHeritage et dans la base de données. Parce que toute l'idée de MyHeritage, c'est justement de tirer profit d'une technologie avancée et surtout, c'est un travail qui tire profit du travail aussi des autres utilisateurs. Donc, c'est l'avantage de recevoir ce qu'on appelle les smart matches
c'est-à-dire une correspondance entre une personne de votre arbre et a priori la même personne qui se trouve dans un autre arbre généalogique, et comme ça de vous mettre en contact avec cet utilisateur pour savoir avoir plus d'informations sur cette personne, peut-être des photos, enfin c'est comme ça que ça fonctionne. Donc chaque nouvelle information peut générer des correspondances. Donc c'est vraiment capital par exemple de saisir correctement un lieu, de saisir le nom complet si cette personne a 3 prénoms, de saisir les 3 prénoms. Si vous avez la date complète, ne vous contentez pas de saisir seulement l'année. C'est important de tout mettre parce que parfois c'est comme ça que ça va booster l'algorithme pour justement travailler sur votre arbre en coulisses. Voilà. Donc je tenais à vraiment insister sur ce point. Alors, il y a deux outils qui en fait sont liés. C'est une fonctionnalité qui a été lancée déjà maintenant il y a 9 ans. C'est la traduction internationale des noms et les record matches multilingues qui ont suivi ensuite. Alors, la traduction internationale des noms, pourquoi elle a été créée? Tout simplement parce que, évidemment, nous avons tous, comme je l'ai dit, des ancêtres, des branches à l'étranger, et évidemment, on ne parle pas toutes les langues, et surtout, c'est compliqué quand c'est une langue qui a un alphabet différent d'une autre. Donc, l'idée de MyHeritage, ça a été de développer un outil qui permet de faire des recherches ou directement de recevoir des correspondances, même avec des arbres qui ont été créés à l'étranger, voire dans des langues qui ont des alphabets différents. Donc c'est la combinaison vraiment du fait d'avoir un site de généalogie qui regroupe des millions d'utilisateurs du monde entier, et donc qui construisent des arbres généalogiques qui couvrent la planète, plus ou moins, et qui est donc combiné avec la base d'archives qui contient plus de 20 milliards de données qui sont évidemment aussi donc du monde entier. Donc c'est la combinaison de cette technologie qui est dont le but est justement de déjouer les barrières linguistiques. Alors évidemment, l'idée, c'est que plus on a de chances, plus on met d'infos dans l'arbre, ça génère plus de correspondances, et donc évidemment il faut cette fonctionnalité donc nous aide à dépasser les barrières linguistiques. Donc vous pouvez rechercher, vous saisissez évidemment et vous travaillez toujours dans votre langue. Donc ici nous parlons en français, donc votre arbre est en français, vous travaillez sans problème sur des données, des archives et avec des utilisateurs qui sont français. Mais vous recherchez peut-être, comme moi je l'ai fait à un moment, vous aimeriez rechercher, retrouver des parents qui sont par exemple en Ukraine. Alors ça devient plus compliqué quand on ne parle pas la langue et quand on ne peut même pas lire la langue. Est-ce que vous m'entendez toujours? Quelqu'un me dit que le son, il y a peut-être un problème de son. J'attends un peu que quelqu'un vous m'entendez, c'est bien, merci. Alors, par exemple, pour vous donner une idée, si vous n'avez jamais été confronté déjà à cette fonctionnalité de traduction internationale des noms, je suis allée dans le moteur de recherche et au hasard, j'ai choisi justement une collection qui est grecque, donc pour montrer ça avec un alphabet différent, et j'ai écrit Papas. Au hasard, vraiment, j'ai personne dans mon arbre généalogique qui est grec, et donc en écrivant seulement Papas, j'ai reçu cette page de résultats. Donc vous voyez, je recherche un Papas. Évidemment, c'est pas écrit comme ça dans les documents parce que c'est en grec, mais vous voyez que du côté gauche, où il y a écrit le prénom de la personne qui apparaît dans l'acte, il y a donc son nom en grec, et puis entre crochets, il y a le nom dans notre alphabet latin, donc que nous pouvons lire. Donc c'est pratique quand on veut faire une recherche, mais la même idée existe aussi
pour les smart matches et pour les record matches. Alors, justement ici, c'est une capture d'écran que j'ai fait de mon arbre pour vous montrer cette smart match que j'ai reçue entre cette personne de mon arbre, donc qui est une cousine qui est liée du côté de mon mari, vous voyez, qui est à Moscou. Donc en recevant cette smart match ici, qui n'a pas été d'ailleurs translittérée, je pense, parce que toutes les indications correspondent, et à part le nom, et surtout il y a la même photo. Donc là, c'est très clair de voir tout de suite, même si le nom est écrit complètement en russe, qu'il s'agit de la même personne et c'est les mêmes dates. Donc là, c'est très clair. Mais ça veut dire que le fait est que d'avoir, vous, dans votre arbre, le nom écrit dans l'alphabet latin, et cette même personne est quelque part dans un arbre en Russie écrit en russe, ça ne pose pas un problème. Donc c'est la même idée en grec, et vous recevrez quand même, MyHeritage vous enverra cette correspondance qui sera donc signalée dans votre arbre. Alors, donc, je pense que j'ai tout dit, c'est très clair. De la même façon, quand vous allez rechercher un ancêtre, MyHeritage en coulisses va appliquer toutes les variantes, c'est-à-dire va chercher cette personne, si vous avez justement écrit dans le profil ou dans le formulaire de recherche que cet Alexandre est né en Espagne. Alors MyHeritage va rechercher cette personne aussi avec le nom Alejandro et va pouvoir vous amener ce résultat. Pareil, si c'est Alexandre, en fait, et Alexander ou Sacha écrit en russe, de la même façon, ça marche de cette façon. Vous travaillez en français et MyHeritage vous envoie, en fait, vous apporte les arbres généalogiques et les documents qui ont été faits, qui sont écrits dans une langue différente, ce qui est vraiment très pratique quand l'alphabet est différent. Alors aussi, par exemple, c'est une autre capture d'écran que j'ai faite dans mon arbre généalogique. Vous voyez cette fois, alors vous voyez qu'il y a dans le profil juste la capture d'écran de cette personne, du profil de cette personne de l'affiche dans mon arbre. Vous voyez l'icône de couleur marron qui justement signale une record match, c'est-à-dire une correspondance entre cette personne et un document d'archives, et l'icône de couleur verte qui, au contraire, signale une correspondance de cette personne de mon arbre dans un autre arbre. Donc là, ce qu'on voit, record match, ça veut dire que j'ai cliqué sur l'icône de couleur marron et je vois justement que cette personne apparaît dans la collection des victimes de l'Union soviétique. Là, en revanche, il y a la translittération. Le nom est écrit aussi en caractère latin. Donc, je vois qu'effectivement, il s'agit de la bonne personne. Parfois, on voit aussi d'autres détails. Là, par exemple, je vois que c'est la même date. Il y a, dans la première correspondance, il y a la date de décès que j'avais déjà. C'est la même chose pour l'année, dans la naissance de la deuxième correspondance. Donc, je vois qu'il s'agit de la même personne. C'est quand même très pratique de voir que le nom étant traduit donc en caractère latin correspond. Donc ça nous aide beaucoup pour continuer nos recherches et aller de l'avant de cette façon. Alors, je continue. J'espère que vous m'entendez toujours. Ouais. Alors, donc si vous, là, je reviens en arrière. Donc, si vous cliquez sur le bouton vérifier la correspondance, comme pour toutes les record match que vous pouvez consulter et confirmer, ça vous ouvre les détails de ces archives. Il y aura peut-être une image ou pas. Là, il se trouve qu'il n'y a pas d'image. Vous avez la source et vous pouvez continuer comme ça. C'est vrai que ça fait partie, la Russie, l'Ukraine, la Pologne, ça fait partie. Il y en a d'autres, des pays qui sont assez difficiles à travailler dès l'instant où on ne pratique pas la langue. Alors, brièvement, je vais vous montrer une étude de cas
parce que là aussi j'ai fait une session dédiée à cette étude de cas. Donc vous l'avez peut-être vue il y a quelques années, vous pouvez la revoir, elle est en replay, je vais vous le signaler tout à l'heure. C'est en fait, ça c'est une capture d'écran qui a été faite il y a très longtemps, quand j'avais découvert grâce à des vieilles photos retrouvées dans un coffre chez mes beaux-parents, les photos des frères et sœurs de mon grand-père qui étaient restés dans ce qui était alors l'Empire russe, en Ukraine à l'époque. Ils étaient restés là-bas alors que le grand-père de mon mari et 3 autres frères et sœurs étaient partis vivre aux États-Unis. Donc j'avais les noms qui étaient sur les photos et leurs photos. Et à partir de là, au début, une sœur d'ailleurs n'était pas encore identifiée sur une photo, mais à partir de là, j'ai saisi tout de suite, c'est la première chose que j'ai faite, j'ai saisi tout ce que j'avais dans mon arbre, sur MyHeritage. C'est-à-dire que j'avais les noms et les photos des 4, donc qui étaient de 3 pour l'instant au début, qui étaient restés dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine. Alors, la première découverte que j'ai fait grâce à MyHeritage, j'étais justement sur l'application. Donc j'avais le nom et la photo de cette sœur Tivia donc dans mon arbre, sans plus d'indications. Et en fait, j'ai reçu une correspondance d'un arbre sur le site Jenny, qui fait partie du groupe de MyHeritage. Et c'est d'ailleurs grâce à la photo que j'ai réussi à voir d'abord, parce que je l'avais pas reçu en Smart Match, je l'ai cherché en fait. Vous savez que vous pouvez taper sur un nom et puis insérer les données d'une personne et chercher vous-même manuellement. Et donc en fait c'est comme ça que je l'ai retrouvé. Et j'ai su tout de suite qu'il s'agissait d'elle, à mon grand étonnement d'ailleurs, grâce à la photo. Donc, par exemple, moi, je n'avais pas alors les détails. J'avais aucun détail, à part que je savais qui étaient ses parents, parce que ce sont les grands-parents de mon mari, et ça s'arrêtait là. Donc, à partir de là, j'ai pu contacter la personne qui gérait cet arbre, et donc depuis, nous sommes toujours en contact d'ailleurs, de l'Ukraine, cette famille, en fait, les frères et sœurs qui étaient alors restés en Ukraine au moment de la Seconde Guerre mondiale, se sont réfugiés à Moscou et donc vivent toujours à Moscou, mais ils sont d'origine ukrainienne. Donc, depuis, nous sommes en contact. Donc, depuis, j'ai vraiment pu insérer tous les détails. J'ai reçu évidemment de nombreuses photos. L'arbre maintenant de cette branche est complet. Mon mari et moi d'ailleurs à l'époque, en 2018, nous sommes partis à Moscou rencontrer tous les cousins parce que après j'ai réussi aussi, à part une sœur, j'ai réussi après à, saisir toutes les autres branches. En revanche, c'est une smart match qui a ouvert la branche d'une autre sœur grâce à n'oubliez pas, j'imagine que vous le faites, il y a la boîte de réception, donc c'est évidemment comme ça qu'on contacte quand vous avez une correspondance avec un autre utilisateur, que vous pouvez évidemment contacter et correspondre et échanger avec l'utilisateur. Donc moi, c'était comme ça que j'ai contacté un autre utilisateur qui était à Moscou et qui m'a aidé en fait, grâce à son arbre, à retrouver la famille d'une autre sœur. Donc, alors c'était vraiment exceptionnel. Je n'ai pas souvent vu ça, mais peut-être parce qu'il était russe en France, on fait moins ce genre de choses. Mais il avait carrément mis dans certains profils l'adresse email de ces personnes. Donc, en fait, comme j'ai eu une correspondance avec lui, j'ai pu voir accéder à ses adresses email. Je l'ai contacté lui-même. C'était Vladimir justement. Et ensuite, en contactant les personnes dans l'arbre, j'ai pu arriver à retrouver la famille d'une autre sœur. Et c'est comme ça que nous avons contacté
où nous avons élargi le groupe des cousins à Moscou et que nous sommes partis justement là-bas. Donc en fait, ça a été vraiment, je vous l'ai dit juste vraiment très rapidement parce qu'il y a une session que vous pouvez encore voir où vraiment j'explique tout le détail de comment ça s'est passé. Ça a été vraiment une recherche manuelle, une smart match. Ça a été aussi une correspondance ADN pour retrouver la famille du seul frère qui était resté en Ukraine. Là, c'est une arrière-petite-fille qui a fait le test ADN et qui a eu une correspondance avec mon beau-père. Donc, on a vraiment, c'est l'ensemble de ma héritage qui a permis de vraiment retrouver, de construire toute cette branche, toute cette partie de l'arbre russe, ukrainien et russe de la généalogie de ma famille. Et donc c'est pour ça que même si vous ne parlez pas la langue et même si il n'y a pas forcément beaucoup de documentation en général, pas que sur MyHeritage pour ces pays où c'est très difficile d'y accéder, il est toujours possible de retrouver des gens en Russie, en Pologne, en Ukraine. Et ce que vous pouvez faire, comme moi j'ai fait d'ailleurs, et je pense que je l'avais fait quand j'ai contacté, je le fais toujours en fait, quand je contacte quelqu'un ne sachant pas, a priori il n'y en a pas de langue en commun, donc j'utilise aussi par exemple Google Translate, la traduction de Google, et j'ajoute la traduction dans la langue de cette personne pour avoir plus de chances d'être lu et d'obtenir une réponse. Donc n'hésitez pas à faire la même chose. Voilà. Alors, voilà, ça c'est très important. Ce petit, là, le bouton qui montre rechercher cette personne. Quand vous avez vraiment, quand vous vous concentrez sur une personne et vous voulez rechercher plus d'informations, des documents sur une personne, n'attendez pas forcément les correspondances. Allez de l'avant et cliquez sur ce bouton rechercher cette personne, parce que c'est par exemple comme ça que j'ai fait la première découverte pour cette branche ukrainienne. Donc cliquez et ça va en fait vous donner tous les résultats dans toutes les collections possibles, que ce soit dans les arbres. Donc cliquez et regardez, et n'hésitez pas à passer d'ailleurs d'une page à l'autre. Ne vous arrêtez pas aux résultats de la première page. Allez, parfois le résultat qu'on cherche pour une raison ou une autre, vous savez, les algorithmes, se trouve c'était le cas d'ailleurs moi pour ma première découverte, c'était pas dans la première page, c'était dans la deuxième ou la troisième, je ne me souviens plus. Donc n'hésitez pas, prenez le temps de voir les résultats des pages suivantes. Voilà. Alors, je vais vous signaler aussi de nouveau le nouvel outil qui a été lancé il y a très peu, le premier moteur de recherche utilisant l'intelligence artificielle qui vous permet, en plus de faire la recherche manuelle dans le formulaire de la section recherche de votre site familial, de converser avec un chat pour rechercher des documents. Si vous n'avez pas encore essayé, je vous invite à le faire. Ça va vous ouvrir cette page qui vous permet en fait de choisir si vous avez un langage soutenu courant. Moi, je sais que je préfère écrire en soutenu, donc j'ai choisi soutenu. Alors, pour l'instant, comme ça a été lancé, c'est en version bêta, c'est encore le chat ne va parler avec vous qu'en anglais, mais il vous comprend en français. Donc, vous pouvez écrire en français, comme je l'ai fait, et vous allez recevoir, même si vous recevez une réponse de sa part en anglais, comme vous recevez les résultats que vous recherchez, c'est l'essentiel. Donc, pour l'instant, je pense que ça va être en français plus tard, mais que pour l'instant, vous allez quand même, si vous ne connaissez pas l'anglais, vous en sortir de cette façon. Donc, vous voyez, de la même façon que quand vous recherchez manuellement dans le formulaire de recherche, vous avez les résultats que vous pouvez consulter et ensuite la mise en page est exactement la même, qui vous permet de voir l'acte et de confirmer. Dès l'instant où vous avez fait une recherche sur
sur Record Finder, vous allez, ça va rester dans l'historique, vous voyez en haut à gauche, en haut du BUC, ça va rester, donc vous pourrez revenir à tout moment si vous vous arrêtez et que vous voulez continuer plus tard. Vous n'avez pas besoin de recommencer la recherche euh, avec le chat si vous voulez poursuivre. De la même façon, si vous passez dessus avec la souris, vous pouvez aussi l'effacer. Donc c'est vous qui contrôlez. Donc vous pouvez refaire une deuxième recherche avec le chat et vous allez voir que pareil, ça va après rester dans l'historique. Donc c'est un outil que vous pouvez essayer pour chercher plus de documents. Je veux m'arrêter et signaler les journaux. N'hésitez pas à aller dans les journaux vous-même et de ne pas attendre de correspondance avec les journaux parce que c'est tellement vaste et c'est tellement riche. Si vous cherchez, il y a des journaux en France, hein, si vous êtes ici la majorité des Français, mais il y a énormément de journaux évidemment dans la base de données qui sont de l'étranger, donc autant aller dans la section des journaux et faire une recherche vous-même. Surtout que à l'époque, vraiment, autrefois, tout était dans les journaux. Même les choses les plus insignifiantes qui aujourd'hui peuvent nous surprendre. Je vais vous montrer un exemple. Très récemment, j'ai reçu justement une correspondance avec un journal américain, vous voyez, de 1915, et en fait, qui, en quelques lignes, vous voyez le nom souligné en jaune, Ruben Zetland, c'est le grand-père de mon mari, qui dit juste, en donnant son adresse, que il est parti mardi pour l'université, pour une université locale, où il va suivre un cours d'agriculture. Quand j'ai montré ça à mon mari, il m'a dit, mais pourquoi c'est dans le journal? Alors c'est vrai que c'est un journal local, mais en fait, on écrivait vraiment beaucoup de détails personnels. Vous pouvez trouver telle personne est partie hier rendre visite à sa famille dans tel état pendant rendre visite à sa fille, à sa famille pendant une semaine. Vous allez voir, vous pouvez trouver beaucoup de détails comme ça dans les journaux d'autrefois. Évidemment, les annonces de mariage avec les photos des mariés, les annonces de décès, mais pas seulement. Donc c'est vraiment, les journaux sont vraiment un trésor d'informations, d'histoires. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller directement dans la section des journaux et de voir, de faire des recherches, vraiment de saisir les détails des personnes que vous recherchez. Par exemple, ça c'est un journal américain, mais qui est en italien pour les Italiens et qui donne des nouvelles, ici beaucoup d'ailleurs de faits divers, d'Italie. Donc vraiment, si vous avez des ancêtres en Italie, vous allez peut-être les trouver dans ce journal américain. Donc n'hésitez pas à les vérifier. Alors, dans votre site familial, vous savez, il y a la section recherche, vous pouvez aller directement ici, depuis le menu ou dans la catégorie qui est horizontale ici, dans la section journaux et vous voyez le formulaire de recherche est toujours plus ou moins le même, mais évidemment varie selon la catégorie et le type de collection. Ça, je vous l'ai montré en détail dans une session, je pense que c'était la session en janvier, qui était sur le moteur de recherche. Donc vraiment, les journaux sont très précieux pour votre généalogie et je vous conseille vraiment à chercher directement dans cette collection. Quand vous êtes dans la page des journaux, vous avez aussi en bas les collections par les catégories de journaux qui sont les plus importantes. Il n'y a pas forcément celles qui vous intéressent, donc n'hésitez pas à vérifier. Il y a une façon en fait, alors ici si on fait, on s'arrête un petit moment sur cette collection des index de noms de journaux des États-Unis et du Canada. Quand vous descendez, souvent il y a un exemple pour voir à quoi ressemble le document ou le journal, donc vous pouvez cliquer dessus pour voir ça. Mais vous voyez que là, puisqu'il s'agit de journaux, ça vous demande le nom, le prénom, le nom du journal, la date de la publication, pardon, et vous pouvez, il y a aussi des autres champs qui sont disponibles dans tous les formulaires de recherche, mais qui sont déplacés différemment en fonction de la catégorie, évidemment, parce que si vous recherchez, vous êtes par exemple dans une collection de mariage, alors ça sera la date du mariage qui vous sera demandée. Maintenant, si vous ne savez pas
par exemple ici, vous cherchez une personne dans un journal, vous pouvez évidemment lancer la recherche sans mettre le nom du journal, sans mettre d'année. Vous pouvez écrire seulement le nom, le prénom et lancer. Donc, c'est à vous de voir et après de vérifier les résultats. Mais évidemment, ne vous arrêtez pas si vous n'avez pas toutes les informations. Alors ici, vous pouvez aussi, quand vous êtes dans l'onglet, dans le menu recherche, aller directement dans le catalogue des collections qui permet vraiment de filtrer et d'arriver là où vous voulez. Si on est toujours d'ailleurs ici dans la section des journaux, on a la possibilité toujours de filtrer, donc on peut affiner par lieu et affiner par année. Donc, on va cliquer sur Europe, par exemple. On peut là, alors vous voyez tout de suite, ce qui apparaît, ce sont les collections qui concernent l'Europe. Et si vous voulez filtrer davantage, vous allez avoir cette fenêtre qui va vous permettre de choisir un pays européen pour afficher les journaux de ce pays. Si on a choisi plutôt le Canada, vous allez avoir accès donc aux deux collections qui concernent le Canada. Si vous cliquez sur le premier, vous allez avoir ce formulaire. Donc vous voyez, c'est toujours la même idée avec le nom, prénom et le titre de publication et la date. Et vous allez pouvoir faire une recherche. Alors j'ai écrit au hasard Jean Beaulieu. Moi je n'ai personne dans mon arbre généalogique au Canada. Et j'ai écrit Jean Beaulieu et donc pour vous montrer à quoi ressemblent les résultats, ce que vous pouvez trouver. Alors, vous voyez ici, juste le début de la page, on descend un petit peu. Je vous rappelle qu'il y a deux façons de voir, deux vues différentes pour voir les résultats, pas que pour les journaux d'ailleurs, hein, pour tous les résultats. La vue fiche ou la vue tableau. Moi d'ailleurs, depuis que lors de la session que j'ai faite sur je ne sais plus si c'était sur le moteur de recherche ou sur les données historiques, je ne sais plus. Depuis que j'avais justement montré comment était présentée la vue tableau, depuis je n'utilise que la vue tableau que j'apprécie beaucoup. Donc c'est peut-être votre cas aussi. Donc voilà à quoi ressemblent les résultats en vue tableau. Vous avez donc le texte, vous avez l'image. Vous pouvez évidemment en cliquant sur le bouton voir, on va pouvoir examiner ce résultat et sauvegarder cet extrait de journal dans notre arbre si effectivement il s'agit bien de la personne qu'on recherche, de la personne donc dans notre arbre. Alors, vous avez peut-être déjà remarqué ceci, c'est assez nouveau, Old News. Nous venons de lancer très récemment, si je me souviens bien, c'était seulement en mars, un nouveau site à part dédié pour les journaux, donc qui de toute façon ne vous bloque pas, c'est-à-dire que quand vous avez accès, si vous avez déjà accès parce que donc vous avez l'abonnement complet, l'abonnement aux données, vous allez aussi juste en cliquant dessus, vous avez accès au site. Vous êtes juste basculé sur le site de All News. Je vais vous montrer. Si on clique donc pour voir l'article, donc on voit en zoom ici où apparaît Jean Beaulieu, donc on peut le lire. Vous voyez en haut, il y a plusieurs icônes qui nous permettent, d'imprimer, si on veut imprimer l'article, la page. On peut évidemment la télécharger et là, donc ça va vous apparaître comme ça. Vous allez avoir toute la page du journal. Et puis, on peut aussi, on l'a vu avant, afficher le texte. Évidemment, dès qu'on l'affiche, on peut aussi le masquer après. Donc, c'est très pratique parce que si, par exemple, parfois c'est difficile à lire, surtout si c'est une langue étrangère, vous avez le texte qui est affiché si vous le désirez. Donc voilà, les journaux sont vraiment très, 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 très utiles pour retrouver des ancêtres, en savoir plus sur les gens qui sont à l'étranger. Pourquoi All News? Pourquoi ce nouveau site? C'est vraiment le site que nous avons créé parce que la base de données est très très importante pour les journaux, non seulement au niveau quantitatif que qualitatif. Vous y trouverez des journaux et des gazettes pour le monde entier qui sont et nationaux et évidemment aussi locaux. Dès le lancement, d'ailleurs, donc il y a eu lieu en mars, il y avait déjà plus
fois plus de journaux que sur MyHeritage. À l'avenir, donc, ça sera la référence, la centrale des journaux, pour les journaux chez MyHeritage. Alors, actuellement, le site est disponible en 12 langues et évidemment, il est aussi disponible en français. Donc, vous pouvez vous y rendre et travailler. Et quand vous y êtes, après avoir reçu un résultat et que vous avez basculé sur All News, vous pouvez, si vous voulez, continuer à faire vos recherches de journaux directement dans All News, mais vous pouvez aussi rester dans MyHeritage. C'est comme vous voulez. Alors, on va faire un coup de projecteur sur quelques collections. Alors j'ai choisi, puisque nous parlons d'ancêtres ou de parents à l'étranger, j'ai choisi de vous montrer quelques collections qui sont vraiment intéressantes dans les registres, dans la section immigration, que je vous conseille d'aller voir si vous êtes intéressé par ces pays. Alors il y a ici, alors vous voyez, quand vous cliquez sur l'immigration, vous allez, ça c'est le formulaire donc de recherche spécifique générique de la recherche pour cette collection. Donc vous voyez ces noms, prénoms, naissance et évidemment dans ce cas-là la date d'immigration, le lieu, si vous le connaissez. Si vous n'avez pas ça évidemment, parce que vous cherchez peut-être quelqu'un qui vous savez a émigré, mais vous avez aucune idée quand, vous pouvez ajouter en cliquant sur plus les parents de cette personne, est-ce que a priori vous connaissez peut-être le nom de ses parents ou de ses frères et sœurs qui peuvent être votre grand-père ou votre grand-mère. Donc, n'hésitez pas à jouer avec le formulaire et vous saisissez ce que vous savez et les autres informations. Vous laissez et vous n'avez pas forcément besoin évidemment de ça pour lancer la recherche. Alors, en bas toujours, il y a dans chaque page de cette section, il y a toujours en bas de page des collections qui vous sont signalées, qui sont importantes. Donc vous pouvez voir par exemple ici à la collection en bas à gauche des naturalisations en France, qui est vraiment une collection importante qui peut vous intéresser. Si vous avez des grands-parents qui sont arrivés en France, d'Italie, d'Espagne, de Pologne, ils sont forcément présents dans cette collection parce qu'à un moment ou à un autre, ils ont accédé à la naturalisation et il y a un dossier, donc vous allez retrouver leurs informations dans cette collection. Par exemple, alors, voilà, le résultat, j'ai tapé ce nom, je sais plus comment j'ai trouvé ce résultat que j'ai vraiment trouvé au hasard, parce que c'est sûr que j'ai pas écrit ce nom. J'ai dû taper, alors vous voyez par exemple, c'est une personne qui est allemand et qui a été naturalisée en 1960. Alors, MyHeritage va vous amener ces indications sans images, mais parce que c'est vraiment une collection qui est très importante et donc c'est la base de départ pour une recherche sur la naturalisation. J'avais justement fait une session avec une spécialiste il y a un petit moment déjà, mais évidemment c'est disponible en replay. Vous pouvez voir l'enregistrement de la session. Donc, si vous êtes intéressé par comment travailler sur les naturalisations, comment accéder au dossier, comment ça marche, je vous invite à voir cette session parce qu'elle vous montre comment justement aller au-delà de MyHeritage pour continuer les recherches. Une autre collection qui est intéressante, c'est celle qui s'appelle États-Unis, passage frontalier depuis le Canada, où vous voyez ici une Française qui arrive depuis, écrit Lila, mais en fait évidemment c'est l'île, qui arrive depuis la France et qui donc arrive au Canada. Vous voyez ici, en revanche ici, il y a une image, donc si c'est une ancêtre à vous, vous pouvez sauvegarder ces données et avoir cette image dans votre arbre. Une autre collection qui est intéressante si vous recherchez des parents, des cousins, des ancêtres à l'étranger, c'est la collection pour le Brésil des cartes d'immigration de Sao Paulo qui a l'avantage d'avoir, vous voyez, des photos. Donc c'est très appréciable.
Une autre collection brésilienne, c'est des fiches d'immigration, mais qui concernent aussi des gens qui sont de passage, c'est-à-dire des gens qui passent au Brésil pour le travail. Donc là, c'est le cas certainement de cette personne française et qui se rend au Brésil seule dans le cadre de son travail. Et donc, vous voyez, les photos sont toujours très claires, de très bonne qualité. Donc, si vous avez, si vous pensez, vous avez des gens dans votre famille qui sont passés par le Brésil, je vous conseille d'aller voir de près cette collection. Donc, vous voyez aussi, quand vous avez des résultats, vous pouvez avoir l'indication d'autres documents. Donc, dans ce cas-là, pendant qu'on regarde, on consulte le résultat de cette collection, on voit, tiens, il y a aussi cette personne qui est signalée dans une collection de décès. En cliquant dessus, vous voyez qu'effectivement, il s'agit de la même personne et vous allez pouvoir aussi sauvegarder donc ces nouvelles informations du décès de cette personne. Voilà. Une autre collection, ça c'est pour la Belgique, qui est vraiment très utile, très précieuse pour ceux qui sont en Belgique ou qui recherchent des personnes qui ont immigré en Belgique, c'est l'index de la police de l'immigration d'Anvers. Donc je vous conseille, si ça vous concerne, d'aller vérifier cette collection. De la même façon, il y a cette collection qui est pour l'Espagne, migration vers les Amériques. Alors là, spécifiquement, c'est une dame qui est née en Allemagne. Vu que c'était en 42, on peut penser que c'était une réfugiée allemande et qui est partie donc de l'Espagne vers le Mexique. Et là aussi, c'est une collection extraordinaire au niveau des photos, parce qu'en plus là, c'est de face et profil. Donc, si vous retrouvez comme ça quelqu'un que vous avez dans votre arbre, c'est vraiment un document très précieux. Si vous avez par exemple un grand-oncle qui est parti en Argentine, sachez qu'il y a il y a aussi des collections pour l'Argentine. Par exemple ici, c'est le recensement national de 1895 que je vous conseille d'aller vérifier. Donc, et vous avez évidemment des images des pages du recensement. Et puis il y a d'autres collections avec des photos. Celle-ci, c'est pour l'Australie, pour la Nouvelle-Galles du Sud, les prisonniers. Alors, vous voyez cette émission ici, il y a écrit la Suisse de France. Bon, en fait, c'est un Suisse francophone qui s'est retrouvé en prison en Australie. Vu la liste d'offenses, il en avait fait pas mal. Mais vous voyez, il y a une photo de face et de profil aussi, donc c'est vraiment une collection. Si vous soupçonnez d'avoir des ancêtres qui sont partis en Australie, n'hésitez pas à voir cette collection, ou qui sont passés, parce que parfois, alors c'est plus sympathique, ce Français, en fait, ce marin français, on voit, a été emprisonné pour pendant 1 mois, parce qu'il est descendu de son navire pendant 1 semaine, apparemment, qu'est-ce qu'il avait écrit? En fait, il est descendu sans permission. Donc voilà. Et donc quand il est revenu, en fait, il s'est retrouvé en prison pendant 1 mois. Donc voilà. Donc la photo de Maurice, vous voyez de face et de profil, c'est vraiment des photos qui sont très claires. Donc c'est vraiment exceptionnel comme collection. Alors, nous revenons sur notre page de recherche dans le site familial et nous revenons dans les catalogues des collections pour vous rappeler que vous avez vraiment la possibilité de filtrer vos recherches. Donc là, c'est affiné par lieu. Si vous cherchez en Espagne, ça va vous donner donc les collections en Espagne, mais vous pouvez ensuite, même si vous voulez l'immigration ou les naissances en Espagne, vous choisissez et vous cliquez avec les filtres plus haut et vous continuez à filtrer de plus en plus. Si vous voulez la France et que vous voulez spécifiquement les recensements, vous allez donc cliquer et choisir France, ensuite cliquer sur recensement et ça va vous donner vraiment la liste des collections du recensement pour la France, etc., etc. Et ça, vous pouvez le faire en utilisant tous les champs, tous les filtres pour faire vos recherches. Donc ensuite, en cliquant dessus, sur chaque résultat, vous allez pouvoir accéder
spécifiquement au formulaire de recherche pour tel recensement, le 1911, 1921, en fonction de ce qui vous intéresse. Voilà. Alors, pour finir, les ressources complémentaires, je le signale toujours en fin de session, mais là, vraiment, je veux insister parce que il y a beaucoup de choses sur MyHeritage et autant avoir une vue d'ensemble pour bien en tirer profit de tout ce que MyHeritage vous apporte. Donc, la base de connaissances de MyHeritage vous apporte des articles et des webinaires et des tutos. Donc, toutes les sessions, par exemple, que je fais avec vous depuis déjà pas mal de temps, j'ai commencé il y a 11 ans, toutes les sessions ne sont pas en ligne depuis cette époque-là, mais ça fait quand même quelques années que tout est téléchargé sur la base de connaissances. Donc, toutes les sessions sont disponibles en replay gratuitement. Ce n'est pas lié à votre abonnement. Même si vous n'avez pas ou vous n'avez plus d'abonnement payant, vous avez toujours la possibilité de voir les sessions gratuites et sans limite de temps. Et il n'y a pas d'inscription. Vous êtes juste sur la base de connaissances et vous pouvez consulter les articles et les sessions, les webinaires à votre guise. Donc, par exemple, si vous cherchez des ancêtres en allemand, des ancêtres allemands, vous avez un article sur la question ou comment travailler sur le recensement américain qui est très très riche si vous recherchez des personnes aux États-Unis. Si vous voulez en savoir plus sur les recensements français ou en général comment rechercher des ancêtres français. Voilà, ça c'est les articles. Maintenant pour ce qui est pour les sessions en ligne, pour le replay, vous avez beaucoup de choses qui peuvent vous intéresser. Alors, là, par exemple, c'était en janvier, j'avais fait une session sur le moteur de recherche, comment faire des recherches. Effectivement, aujourd'hui, j'ai survolé ceci parce que je vous l'ai déjà présenté en janvier et vous pouvez aussi revoir la session ou la voir si vous ne l'aviez pas vue. Je vous indique aussi un webinaire qui avait été fait j'avais invité quelqu'un pour présenter des recherches pour ceux qui veulent retrouver des cousins en Amérique du Nord. Une session très intéressante si vous avez des ancêtres protestants. J'avais invité une archiviste qui nous avait montré comment suivre un ancêtre huguenot hors de France. Après 1685, c'était très spécifique, donc on était vraiment sorti du site de MyHeritage, mais si vous êtes concerné par ce type de recherche et que vous n'avez pas vu cette session, je vous la conseille. Et puis évidemment, les naturalisations françaises et leurs archives. J'avais fait une session aussi, j'avais invité une spécialiste qui nous avait montré comment faire ces recherches et ce qu'elles peuvent vous apporter. Donc c'est vraiment une session aussi qui est très intéressante, que je vous invite à voir. Et puis évidemment, petit clin d'œil, j'avais fait une session en Facebook Live et l'enregistrement est disponible aussi sur la base de connaissances, sur mes découvertes, sur la recherche et les découvertes que j'avais faites avec MyHeritage sur cette branche des frères et sœurs du grand-père de mon mari, donc vraiment basé sur Ukraine et Russie. Donc si vous êtes concerné aussi, là tout le détail de la recherche est dans cette session. Voilà. Et puis le blog de MyHeritage. N'oubliez pas que dans le blog de MyHeritage, vous allez lire les annonces et le détail de toutes les nouvelles fonctionnalités et outils. Et surtout, chaque mois, il y a un détail de toutes les nouvelles collections qui sont ajoutées dans MyHeritage. C'est vraiment très détaillé. Il y a aussi parfois des annonces qui concernent une collection spécifique, comme ici pour l'Allemagne, ou pour un recensement. Ici, c'était le recensement du Canada de 1931. Ça, c'est le dernier qui a été publié pour le mois de mars. Et il y a toujours le détail. Vous pouvez même cliquer depuis l'article dans le blog. Vous pouvez cliquer sur les liens et arriver directement dans cette collection sur votre site familial. Vous avez dans le blog, en fait, vous voyez ici, vous pouvez, si vous voulez voir ce qui concerne les archives, vous cliquez sur données historiques. Et puis vous voyez au milieu, en bas, histoire d'utilisateur. N'oubliez pas, vous pouvez lire tous les témoignages de nos utilisateurs. Alors, en résumé, n'oubliez pas de prendre soin de votre arbre. Vraiment, saisissez toutes les informations, même parfois, n'oubliez pas les photos aussi, parce que parfois c'est comme ça que
d'autres utilisateurs peuvent retrouver en fait une branche et vous en trouvez une. C'est quand même extraordinaire quand on retrouve comme ça des ancêtres et des cousins grâce à une photo. Et puis, évidemment, continuez à nous suivre. Lisez le blog, consultez la base de connaissances pour vraiment bien utiliser MyHeritage. Voilà. La journée finie pour cette session, ça a été un peu long. Je vais tout de suite annoncer le gagnant. Alors, je vais sélectionner une personne qui va remporter donc un abonnement complet d'une année à MyHeritage et je félicite Monsieur Michel Bernard Martinez. Je vais vous contacter après la présentation par email pour vous donner cet abonnement d'une année. Alors félicitations Monsieur Martinez. Nous continuons. Alors n'oubliez pas que donc vous pouvez voir, je pense que vous l'avez compris maintenant, que vous pouvez revoir la session de ce webinaire certainement dès demain, ou ce soir ou plus tard, ce soir au plus tôt, et demain ça peut-être. Donc l'enregistrement de cette session sera disponible dans la base de connaissances, donc c'est l'URL education.myheritage.com. C'est aussi disponible sur le site anglais Family Tree Webinars, mais si vous êtes plus à l'aise en français, c'est quand même mieux de rester dans la base de connaissances. Le prochain webinaire aura lieu le 30 juillet à la même heure. C'est aussi un mardi si je me souviens bien. Et j'ai commencé à faire comme ça, mais je pense que c'est le mieux. Je déciderai du sujet plus près de la date. Si vous avez d'ailleurs envie d'approfondir un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le dire parce que vous avez l'email du webinaire. Vous pouvez me répondre et me dire voilà, j'aimerais bien avoir une session sur tel outil, tel sujet. N'hésitez pas à suggérer un thème qui vous intéresse en particulier. Et donc voilà, ça c'est la page de la base de connaissances pour les webinaires. Je vous le rappelle, c'est ici, vous voyez sur le côté droit, où vous avez toujours l'annonce du nouveau webinaire. Là tout à l'heure, je vais aller dessus pour remplacer. Donc le thème, le sujet ne sera pas annoncé, mais vous aurez déjà la possibilité de vous inscrire. Donc vous pouvez dès à présent y aller plus tard aujourd'hui pour vous connecter. Et puis surtout, pour vous inscrire. Surtout, je vous rappelle que vous pouvez, si vous désirez, me répondre aussi sur l'email du webinaire, si vous avez envie de raconter une histoire, une découverte généalogique que vous avez faite. Vous avez certainement lu déjà des témoignages que nous avons publiés dans le passé. Donc n'hésitez pas, si vous le désirez, à me contacter aussi à ce sujet. Alors maintenant, je vais passer à vos questions. Alors, laissez-moi un peu le temps de les lire. Alors, quelqu'un demande, est-il possible de trier des journaux selon les langues? Alors oui, parce qu'en fait, quand j'ai montré, c'est dans le catalogue des collections. Donc, quand vous êtes sur votre site familial, allez dans l'onglet recherche, ouvrez le menu, cliquez sur catalogue des collections, et là, en fait, vous allez avoir cette page qui vous donne en fait la liste de toutes les collections, et sur le côté en fait gauche, vous avez tous les filtres par pays, les filtres par année, des filtres même si vous voulez que des collections avec images. Donc oui, vous allez pouvoir filtrer de façon à avoir les journaux pour tel pays. Donc oui, il faut jouer avec les filtres, mais effectivement, c'est tout à fait possible. Alors quelqu'un demande, dans la boîte de réception, est-ce que les messages sont retranscrits dans la langue du destinataire? Ça, non, en revanche. C'est-à-dire que c'est pour ça que je conseille, ce que je fais moi, c'est si vous écrivez à quelqu'un qui, par exemple, est espagnol et que vous ne parlez pas espagnol, écrivez en espagnol et ensuite ajoutez la traduction espagnole que vous allez prendre depuis un service de traduction automatique. Vous savez, alors ça peut être Google Traduction ou ça peut être DeepL, mais vous envoyez dans votre texte
et la traduction. Et comme ça, la personne, normalement, fait la même chose, va vous répondre dans ce cas-là en espagnol, et puis va vous mettre une réponse, la traduction française. Ou sinon, vous traduisez vous-même en insérant son message. Mais il y a toujours moyen de se débrouiller comme ça, parce que non, effectivement, il n'y a pas de traduction automatique qui est insérée dans la boîte la boîte de réception de MyHeritage. Mais c'est une idée. C'est une idée, je vais le noter. Alors, quelqu'un demande, est-ce que j'ai encore accès à mon arbre et à mes recherches à la fin de mon abonnement? Oui, oui, oui. Alors, si, pour une raison ou pour une autre, vous voyez que c'est bloqué, alors contactez le support et ils vont le débloquer. Parce que, évidemment, c'est votre généalogie et vos recherches. La chose que vous ne pouvez plus faire quand vous arrêtez l'abonnement payant, c'est si vous avez plus de 250 personnes, vous ne pouvez plus ajouter de nouvelles personnes. Maintenant, vous pouvez faire des nouvelles recherches, mais vous allez voir les résultats, la page des résultats, sans pouvoir ensuite voir le détail. Mais effectivement, votre site familial est toujours actif. S'il y a un problème, vous contactez le support qui va le débloquer. Mais oui, oui, vous ne perdez pas votre généalogie sur MyHeritage parce que vous arrêtez pour une raison ou pour une autre l'abonnement payant. Alors, une autre question. Alors bonjour, attendez, ça je l'ai déjà dit, je vais enlever les questions. Alors quelqu'un, je pense que la même personne a dit, je n'ai jamais de réponse du support. Bon, ça c'est pas normal. Une réponse peut-être en retard, c'est possible, mais jamais de réponse, ça ne me paraît pas possible. Si vraiment vous n'avez jamais de réponse du support, vous pouvez m'écrire et je transmettrai au support. Alors, j'ai répondu à cette question. Alors, j'ai l'abonnement complet. Est-ce que de ce fait, j'ai accès à All News ou est-ce que je dois reprendre l'abonnement à plus? Non, non, c'est compris. Je n'ai pas compris en quoi All News est différent des journaux des gens dans MyHeritage, si vous pouvez me dire ce que cela apporte de plus. Alors, vous avez accès à All News. Nous avons en fait décidé de créer ce site à part parce qu'il y a énormément de journaux et qu'il va y en avoir beaucoup plus. Et donc, on a décidé que les journaux sur MyHeritage ne sont plus, les collections de journaux ne sont plus enrichies depuis qu'on a créé All News. Donc ça commence maintenant, on a tout basculé sur All News et c'est All News qui est enrichi. Quand vous avez de toute façon l'accès de l'abonnement complet, automatiquement quand vous cliquez dessus, ça vous fait basculer pour voir les résultats sur All News. C'est intéressant en fait pour les gens qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas utilisateurs de MyHeritage et veulent faire des recherches dans les journaux et donc vont utiliser et vont consulter, faire leurs recherches sur All News directement. Voilà. Mais vous, en tant qu'utilisatrice de MyHeritage, vous pouvez continuer à faire vos recherches directement dans le formulaire de recherche de MyHeritage et ça va vous faire basculer sur les résultats de All News. Donc vous pouvez continuer de cette façon et vous avez accès. Alors, une autre question, celle-ci j'ai répondu. Je vais essayer d'agrandir pour voir mieux. Attendez. Pas facile parce que comme je suis toute seule, c'est moi qui gère les questions. Je voudrais répondre le plus possible à votre question. Alors voilà. Ma grand-mère est née à Zweiskowski, en Lorraine, au 19e siècle, d'un père polonais. Les Allemands sont arrivés et lui ont dit, ça fait pas très allemand, on va vous appeler Zwer. Oh, Zwer, je sais plus. Zwer. Ensuite, les Français sont revenus et ont dit, ça fait trop allemand, on va vous appeler Zvaja, ça fait pas très français. Une seule personne a porté 3 noms. Comment retrouver ses frères et sœurs? Alors, bonne question. Mettez les 3 noms, par exemple. Par exemple, si vraiment vous trouvez que cette personne a eu 3 noms de famille au cours de sa vie, donc elle peut apparaître dans des documents avec ces 3 noms, et que vous cherchez en plus les frères et sœurs, mettez les 3 noms dans sa fiche sur MyHeritage. C'est-à-dire que là où il y a le nom de famille, vous mettez les 3 prénoms, les 3 noms de famille. C'est très important parce que vous avez besoin vraiment de faire vos recherches, mais que aussi l'algorithme de MyHeritage puisse travailler avec les 3 noms de famille.
Donc il faut vraiment travailler de cette façon en mettant toutes les indications que vous avez. Voilà, je crois. Alors, est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Je crois que oui. Je crois que j'ai répondu. Et moi, 2 secondes pour voir si j'ai répondu à tout le monde. Et après, nous pourrons boucler. Oui. Alors, quelqu'un demande s'il y a des... Alors, je ne sais pas pourquoi la question, je l'ai vue apparaître, elle a disparu. Si, je crois s'il y a des collections sur l'Arménie. Alors, il n'y a pas de collection que je sache sur l'Arménie. Mais ce qui est bien sur l'Arménie, c'est que on peut retrouver des cousins et des ancêtres arméniens autres que dans des collections, surtout s'il n'y en a pas. Vous pouvez les retrouver surtout dans des arbres généalogiques. Vous pouvez les retrouver par l'intermédiaire d'un test ADN. D'ailleurs, il y a une histoire de témoignage dans le blog de MyHeritage qui date d'il y a quelques années, justement d'une utilisatrice qui a retrouvé sa famille comme ça. Ils avaient fait le test aussi. Donc là, c'est très important, justement. C'est pour cette raison que c'est très important que vous saisissiez toutes les informations que vous avez sur vos ancêtres aux parents arméniens pour avoir la chance, la possibilité de les retrouver, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui en sait plus que vous ou qui cherche la même chose, et vous allez vous retrouver, et qui a construit un arbre généalogique, et vous allez avoir comme ça une correspondance. Ou vous allez avoir une correspondance avec un journal. Il y a des journaux français, il y a des journaux dans d'autres pays. Vous allez peut-être avoir aussi une correspondance dans des journaux. Donc vraiment, ce qui est important, c'est la base, c'est saisissez, entrez tout ce que vous savez sur ces personnes arméniennes dans votre arbre généalogique. Alors, des collections, quelqu'un demande s'il y a des collections pour l'Italie. Oui, oui, allez voir. Donc, allez dans la section recherche, le catalogue des collections et filtrer, et vous allez voir la liste des collections qui concernent l'Italie. Alors, quelqu'un me demande pour le Luxembourg. Là, j'avoue que j'ai un doute. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas s'il y a une collection qui concerne le Luxembourg. Donc, je vous invite à y aller. Pour l'Écosse, oui, il y a aussi. Alors là aussi, je vous invite à aller vérifier, mais il devrait y avoir aussi des collections pour l'Écosse. Voilà. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions, et donc je vous dis maintenant, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Je vais essayer de fermer le panneau des questions un instant. Je voudrais pouvoir me débarrasser du panneau et vous dire à bientôt. Donc le 30 juillet pour la prochaine session. Je vous remercie d'être venu écouter cette session. Merci et à bientôt.